Bonjour à tous et bienvenue dans ce RDJ, donc le roman du jour où je vous présente ma dernière lecture. Donc comme promis, je vous ai fait un petit PowerPoint pour illustrer mes propos et donc je vous présente enfin L'ombre du temps, écrit par Baptiste Artano et qui a été publié en 2022. Pour vous donner en fait mon avis sur ce livre, je vais faire deux points importants. Je vais faire une petite introduction à l'univers et après je vais vous parler de l'histoire. Aucun spoil ne sera donné, aucun nom de personnage principal non plus au cas où. Je vais vraiment en fait utiliser surtout la chronologie et des moments clés de l'histoire pour pouvoir illustrer mes propos et illustrer mon avis que je donnerai à la fin avec une petite note sur le livre. Du coup, on commence avec l'introduction à l'univers et le contexte historique et géographique du livre. Donc l'histoire se déroule dans l'Empire perse et plus précisément en Iran. Il y a une carte qui est à la fin du livre que je vous ai remis ici, du coup qui est donnée pour pouvoir un peu suivre tout le voyage et du coup je l'ai tracée en rouge pour un peu mieux illustrer toutes les zones qu'on rencontre et on voit aussi que du coup le voyage se finit à Téhéran qui est l'endroit le plus important du livre mais qui est aussi la capitale actuelle de l'Iran. Aussi, il y a tout un côté mythologique au livre où on est surtout donc sur la mythologie perse, mais il y a quelques mentions de mythologie romaine, grecque et nordique. Mais du coup, je vous ai quand même mis les 7 dieux les plus importants, ceux qu'on entend le plus. On a donc Zervan qui est le dieu du temps. Ensuite, on a Zamarmatai qui est considéré comme la terre-mère. Ensuite, on a Mitra et Ma, qui est le soleil et la lune. Et enfin, les dieux élémentaires avec Vayu, le dieu du vent, Atar, le dieu du feu, et Anahita, la déesse de l'eau. Même si ce sont des noms qui sont peu communs, ils sont vraiment très très souvent répétés dans le livre. Et même, par exemple, Mitra est vraiment le mot soleil qui est utilisé dans le dialecte des tribus. Donc vraiment, on est très habitué à ces noms-là, on s'y fait très vite. Et aussi, je voulais parler en fait de la technologie qui est présentée dans le livre, car elle diffère un peu de ce qu'on voit d'habitude. En fait, chaque être humain a une puce implantée dans le cerveau et dans la rétine qui permet en fait de tout contrôler aux alentours d'eux. Mais en fait, dans ce monde-là, la Terre est inexploitable, il n'y a plus de production, il n'y a plus d'agriculture et il n'y a plus que 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, et en fait chaque puce de chaque personne est reliée au réseau du continent, donc en fait ils sont tout le temps surveillés et ils ont aussi du coup des pilules pour tout et n'importe quoi, pour manger, boire, dormir, ne plus dormir du tout, c'est un peu sinistre en fait comme technologie. Ensuite du coup on va passer à l'histoire et on va passer un petit moment sur la chronologie. On commence du coup avec le prologue, on n'a qu'un seul chapitre qui se situe en 712 avant Jésus-Christ, à savoir que l'Empire perse a été fondé en 552 avant Jésus-Christ, donc on est vraiment dans les tout débuts de l'Empire perse. Et après on passe directement dans la partie 1, l'envers du temps, où là on a 2 timelines qui coexistent. On a en août 2827 et on a en 351 après le cataclysme, où du coup en août 2827 on va apprendre comment le cataclysme est arrivé, mais en fait ça va être un chapitre sur 2, c'est-à-dire que le premier chapitre va être en 2827, le second en 351 et le troisième chapitre est en 2827, mais on va remonter dans le temps pour savoir en fait comment on en est arrivé là, alors qu'en 351 après le cataclysme on va continuer à avancer dans le temps. Ensuite, on arrive dans la partie 2 qui est vraiment la partie la plus importante avec toute l'épopée, donc le temps des ombres, où on sera uniquement en 351 après le cataclysme. Et après, on a la partie 3 hors du temps qui est assez spéciale car on est du coup en 375 après le cataclysme, donc 20 ans à peu près après la partie 2, et on a l'apparition d'une nouvelle timeline en 5325 après l'exil, l'exil dont on n'entend pas parler sur le tout début du livre, ça nous tombe vraiment dessus comme ça, et c'est un peu compliqué à comprendre, j'en parlerai
plus tard, mais au final, tout revient au même point. Du coup, je vais vous parler donc du fameux cataclysme et du monde d'après. Donc en fait, le cataclysme a exterminé la presque totalité de l'humanité et il en reste quelques-uns qui ont été nommés les survivants et qui étaient principalement dans les déserts, donc qui est là où se déroule notre histoire. Sauf que la Terre après ça est recouverte d'un voile de radiation et qui du coup engendre plusieurs causes, comme par exemple les mutations de la faune et de la flore. On a des serpents avec des cornes de rhinocéros, les forêts sont devenues des forêts toxiques où on peut mourir par n'importe quelle plante qu'on rencontre, et aussi chaque être humain naît avec une anomalie. C'est surtout physique, ça peut être un bras en moins comme une jambe en plus, mais du coup ils en sont venus à en fait trier un peu à la naissance, car comme on est sur des tribus et qu'il faut assurer la survie, on peut pas se permettre d'avoir quelqu'un entre guillemets d'inutile, donc ils préfèrent sacrifier aux dieux ceux qui sont nés avec des anomalies un peu trop poussées et garder ceux qui seront utiles à la survie de la tribu. Et aussi on a du coup la manifestation des dieux oubliés, car comme je l'ai dit, les survivants étaient principalement dans le désert et du coup dans l'empire perse, donc il y a une nouvelle foi dans les dieux perses, c'est un peu comme s'ils les avaient sauvés, et du coup on a des manifestations des dieux, que ce soit dans les personnages, dans les événements qui se trouvent, ils sont très présents. Ensuite donc le monde de l'ombre, donc on voit surtout dans la partie 2. En fait, on a du coup dedans les ombres qui sont un peu représentées comme des détraqueurs de Harry Potter, donc vraiment très fluides, très sombres, et en fait ils viennent surtout la nuit. Ils ne supportent pas la lumière, ils ne supportent pas la chaleur, et en fait ils se nourrissent des rêves des habitants. Et ils se situent en fait dans ce qu'on appelle le monde miroir, et en fait c'est un monde où tout est inversé, où tout est sombre, les arbres sont complètement morts, les lacs sont desséchés, c'est vraiment l'inverse total. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'oubli, où en fait si une ombre se fait aspirer dans l'oubli, et tout simplement il disparaît, il n'a plus d'existence. Ensuite du coup nous avons le fameux exil. Donc en fait l'exil ça se passe dans une toute autre galaxie que la nôtre, où en fait une autre espèce humaine sur une autre terre est partie à la conquête d'autres planètes de leur système, et sauf que c'était tellement inexploitable et inhabitable que certains hommes ont commencé à se rajouter des pièces mécaniques et à devenir des cyborgs, quitte à en perdre leur humanité. Donc là, il y a une division des hommes. Ceux qui ont décidé de se transformer en cyborg pour pouvoir aller exploiter les autres planètes, et le reste des hommes qui ont été cryogénisés afin d'attendre que ces planètes soient exploitables et de pouvoir y habiter à nouveau. Les cyborgs ont réussi, ils ont fait renaître l'humanité avec du coup les exilés, ceux qui sont restés sur Terre. Et seuls les cyborgs sont capables de pouvoir donc voyager en fait dans toutes les autres galaxies et de pouvoir du coup atteindre aussi le système solaire dans lequel se déroule le reste de l'histoire. Du coup, je vais faire une petite conclusion avec tout ça, car en fait, il faut se rendre compte que toutes les timelines sont très différentes. Il n'y a rien qui se ressemble entre tout ce qu'on a, et pourtant tout a un lien au final. Même l'exil qui arrive dans la partie 3, on ne sait pas d'où ça sort, on comprend rien de ce qui se passe, et au final tout a un lien, et en rappelant que c'est du coup le premier roman de cet auteur, et c'est très très fort à faire, surtout en alternant un chapitre sur deux. Il faut quand même pouvoir le faire, il faut pouvoir s'accrocher et tout comprendre, et ça a été réalisé avec brio. Mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup trop de descriptions. C'est qu'on veut bien faire, on veut mettre un univers très précis qui se rapproche de la réalité, mais qui a quand même ses petits trucs à lui, mais des fois on a des descriptions de 4-5 pages, on comprend même plus ce qu'on décrit et ça commence à être long, mais dans la globalité l'histoire reste intéressante, il est facile à lire, il est honnêtement pas très gros, les pages sont assez claires, ça se lit
vite quand on aime la science-fiction, un peu moins vite quand on n'a pas l'habitude, mais ça reste quand même une très bonne lecture et je trouve quand même qu'il a un petit message qu'on ne peut pas négliger car on part quand même d'une avancée technologique qui est quand même assez sinistre, qui nous limite et où en fait on peut plus rien faire de nous-mêmes et aussi où ça engendre du coup des problèmes écologiques qui sont pas moindres en fait et on les voit de plus en plus arriver et aussi par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, tout est un peu tourné sur le fait du coup d'arrêter le temps et d'arrêter de vieillir et de rester au stade où on en est et d'être un peu immortel comme des dieux. Et récemment, j'ai vu un article sur un monsieur qui a créé une pilule qui inverse le vieillissement. Donc finalement, on n'en est pas si loin que ça. Mais vraiment ce rapport avec ce qui se passe en ce moment en termes d'écologie et d'avancée dans la science, ça s'en rapproche beaucoup et quand on s'y intéresse, on peut vraiment trouver des points communs qui rendent la lecture encore plus intéressante. Donc voilà, je donnerai quand même à ce livre un petit 7 sur 10. Parce que vraiment toutes les descriptions, il y a vraiment des chapitres entiers de descriptions et en plus quand c'est le côté science-fiction où on est dans le futur avec des cyborgs et qu'on a une page entière pour décrire juste le tableau de bord d'un vaisseau, c'est long et ça peut devenir un peu pompeux à la fin. Mais ça reste quand même une très bonne lecture avec une très bonne histoire. Il faut prendre en compte que c'est toujours le premier roman de cet auteur et je pense que je lirai les autres s'il en fait dans le même style. Mais je le conseille fortement. Je pense que c'est une bonne entrée dans la science-fiction, vu qu'il y en a quand même pas tant que ça. Et ça reste un bon livre à lire. Voilà. Sur ce, j'espère que ma petite review vous a plu. Et j'ai hâte de vous en faire un autre sur un sujet qui peut être tout aussi intéressant. Donc sur ce, des bisous.